Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Divergence Politique, un numéro spécial ce soir puisqu'on est avec Nicolas Mirkovic et on va parler tout simplement des États-Unis, les USA. Est-ce qu'on est sur un empire, sur le déclin? Tout de suite, générique. Nous sommes en guerre. Eh bien oui, si vous écoutez ce message, eh bien vous êtes à Résistance. Nicolas Mirkovic, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Alexis, très bien, merci et vous? Ça va pas mal. Alors, petit message, vous le voyez caché sous l'image de Nicolas, il y a la petite cloche, le petit like et le petit bonhomme +1. C'est pas un message subliminal, ça veut dire qu'on a besoin de votre soutien pour avoir une meilleure visibilité sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ça prend 10 secondes pour vous et pour nous c'est très important. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like à l'émission et puis éventuellement activez la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications sur toutes nos vidéos à venir. Vous l'avez vu en début de semaine, eh bien, il y avait le traditionnel hebdomadaire Divergence. Il y avait l'émission Russie, les 25 ans de Poutine, qu'on a tourné avec Xavier Moreau. Absolument passionnant pour tout connaître justement du personnage Vladimir Poutine. Donc n'hésitez pas à retourner sur ces vidéos. Et puis il y a plein de vidéos qu'on a tournées ces dernières semaines, notamment avec Nicolas Mirkovic. Allez retrouver tous nos programmes. En attendant, Nicolas, on se posait la question finalement. C'est une idée de sujet qui m'est venue en regardant un interview extrêmement passionnant de Charles Gave, qui parlait des États-Unis d'Amérique et qui qualifiait les États-Unis comme un empire finalement sur le déclin. Est-ce que la réalité est aussi froide que ça ou est-ce que c'est peut-être un petit peu extrapolé ou... Non, c'est tout à fait ça. Vous savez, j'aime à répéter que Paul Kennedy, qui n'est pas lié à la famille présidentielle ou en politique américaine Kennedy, c'est un historien britannique. Déjà dès les années 80, il avait parlé de ce risque de surextension impériale des États-Unis. On lui avait rigolé au nez. C'était à l'époque quasiment, on savait que l'URSS allait s'écrouler. C'était bientôt allait arriver cette ère de la fin de l'histoire et du dernier homme. Les néoconservateurs avaient pris le pouvoir et puis il s'était dit que au lieu de dérouler le tapis intelligemment, par leur soft power, par la séduction, par les médias, les think tanks, ces milliards de dollars dont on ne parlait pas à l'époque, mais aujourd'hui qui sont connus de tous, au lieu d'y aller petit à petit, ils sont avancés avec leur grand bâton, le big stick de Roosevelt. Ils ont mené des révolutions de couleur, ils ont stipendié des jeunes, des politiciens, des groupes extrémistes à travers le monde entier pour asseoir l'hégémonie américaine. Alors, je rappelle que cette hégémonie américaine elle bénéficie même plus aux Américains, puisque si on lit bien le livre de Christopher Lasch, dans les années 90, milieu des années 90, il parle de l'élite américaine qui s'est enfuie avec les US, qui a abandonné la démocratie. C'est la révolte de l'élite. Et donc, l'Amérique a voulu mettre en place cette espèce de modèle mondialiste. Elle s'est emballée. Elle a fait la même erreur que tous les empires. Chaque empire se croit plus intelligent que l'autre, que le précédent, en se disant que cette fois-ci, je ne m'écroulerai pas et il suffit que je mette un peu plus d'efforts, que j'épuise un peu plus mes hommes, que je tire un peu plus sur la corde et je vais enfin réussir à avoir la domination totale. Les États-Unis, qui étaient extrêmement puissants, sont allés trop loin et on est aujourd'hui en plein dans on va pas dire dans la chute, si on peut le dire, dans la chute des États-Unis, qui demeurent un pays extrêmement puissants, mais qui n'ont plus du tout les ressources qu'ils avaient avant. Et d'ailleurs, on avait déjà commencé à sentir cette fébrilité et cette fin d'empire avec la crise de 2008-2009. Et on avait bien compris à cette époque-là déjà qu'il y avait quelque chose de toxique, pas seulement dans la bourse américaine, mais quelque chose de toxique dans la société, puisqu'ils avaient ils avaient risqué l'habitation de leurs propres habitants. C'est-à-dire que des banquiers américains avaient quand même glissé des produits toxiques qui dépendaient de l'immobilier américain.
et des centaines de milliers, enfin en tout cas des milliers d'Américains se sont retrouvés à la rue, incapables de payer leur dette, et ça a contaminé le monde. Et l'État français a dû sauver des banques privées. Donc, on est arrivé dans une situation assez dingue parce que des financiers spéculateurs, magiciens, dangereux ont joué avec la vie des autres et ont vendu des produits qui étaient pourris. Et donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, je pense que déjà, c'était une annonce au reste du monde que la puissance américaine était en train de s'affaiblir pour des raisons morales et pour des raisons financières. Et on voit aujourd'hui les difficultés que rencontre Donald Trump pour mettre en place son programme. C'est extrêmement compliqué et c'est très ambitieux ce qu'il doit faire, mais on voit qu'il va avoir du mal. Il y a des difficultés pour les États-Unis. Ça va être très difficile de sauver les États-Unis. Alors, c'est un sujet que tu connais par cœur, puisque tu as écrit notamment un livre qui est extraordinaire, qui s'appelle L'Amérique Empire, que j'encourage tout le monde à aller acheter, alors sur Amazon ou dans n'importe quel libraire. Tu nous dis, peut-être on a eu un premier avertissement de ce déclin de cet empire, éventuellement en 2007-2008 avec la crise des subprimes. Oui. Est-ce que c'est à ce moment-là, véritablement pour toi, qu'est arrivé ce déclin, ou est-ce qu'il est arrivé un peu plus tard? Alors, à vrai dire, quel a été globalement l'événement marquant, véritablement, qui a indiqué que l'Empire américain était sur le déclin? Alors, on peut remonter même on peut remonter un peu plus loin. Hein. Je pense qu'il y a déjà la capacité de résilience des Américains. Je pense qu'il y avait quand même un premier signal majeur au monde entier en 1971, quand Nixon décide unilatéralement de décorréler le dollar de sa valeur en or, qui avait été quand même un des socles du nouvel ordre mondial post-Seconde Guerre mondiale. Et les Américains ont montré qu'ils étaient un empire et qu'ils s'en fichaient du reste du monde. Ça, c'était clair et net. Et moi, j'aurais été un pays étranger à cette époque-là, responsable j'aurais dit, je me méfierais de ce pays-là, même si en remontant encore plus dans le passé, on a plein de raisons de s'en méfier. Mais il y avait des signes de faiblesse, mais les Américains s'en sont toujours sortis. Donc, ils ont réussi à ils ont arrêté l'industrialisation, ils se sont mis à la financiarisation de l'économie, ils ont noué des accords avec l'Arabie Saoudite, ils ont mis en place le pétrodollar, ils s'en sont sortis. Ils ont, je pense, montré leurs limites. Et cette crise des subprimes de 2008-2009 et qui a envoyé des ondes de choc dans le monde entier était extrêmement inquiétant. C'était extrêmement inquiétant. On a vu des grandes banques, Bear Stearns, Lehman Brothers, s'écrouler aux États-Unis. On a vu l'onde de choc que ça envoyait dans le monde entier. On a vu que les États-Unis n'étaient pas capables. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas des États qui étaient intervenus, et ça coûtait des milliards de dollars aux contribuables américains aussi, si l'État n'était pas là pour sauver ses banques et pour sauver le système, eh bien, le système pouvait s'écrouler. Donc, je pense que pour moi, c'était un signal. Il y avait beaucoup de signaux faibles que ceux qui suivent les États-Unis pouvaient analyser. Les médias dominants n'en parlaient pas. Mais là, c'est un signal fort. Il fallait être vraiment de très mauvaise foi pour dire que cette faillite du système financier mondialiste, mise en place par les Américains. Vous savez, eux, le but du mondialisme, enfin la vision américaine du mondialisme, c'est qu'ils sont à la tête du casino. C'est-à-dire que tout le monde peut participer. Il faut même que tout le monde gagne un petit peu, parce que sinon, si vous gagnez jamais au casino, vous n'y retournez pas. Tout le monde doit gagner un peu, mais celui qui gagne le plus à la fin, c'est celui qui possède le casino. Et là, on a vu que là, le patron du casino a tremblé. Il a eu peur. Il a eu besoin d'aide de l'étranger. Et ça, c'était un message majeur, parce que vous pouvez gérer votre pays en bon père de famille, mais à cause des impérities, des produits toxiques vendus dans un autre pays énorme, ça peut avoir des répercussions, et tous les efforts que vous aurez faits pour bien gérer votre pays s'écroulent parce qu'il y a un pays qui est en train de faire n'importe quoi sur les places financières au niveau mondial. Ça, je pense que ça a envoyé un signal très fort, et qu'il y a des pays, typiquement la Chine. Elle a compris, même s'il avait compris, je pense avant, mais là, elle a très clairement compris qu'il ne fallait pas qu'elle fasse attention dans sa relation avec les États-Unis, et notamment de sa dépendance au dollar et de ses bons du trésor. N'oublions pas que la Chine est a été historiquement un des plus grands acheteurs de bons du trésor américain, et que les économies américaines et chinoises sont imbriquées. Sont vraiment imbriquées. Là, ça a tendance c'est plus trop à la mode aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que pendant longtemps, les États-Unis ont été très contents de trouver de la main-d'œuvre à bas prix et qualifiée en Chine, et que les Chinois étaient très contents de trouver des marchés
qui avaient des ressources pour payer les biens produits. Donc ça, c'était un couple qui tenait, mais les Chinois ont quand même compris que ça ne pouvait pas durer trop longtemps, parce qu'en effet, à cause de ces mauvaises gestions américaines, eh bien, ça pouvait avoir des répercussions sur la Chine, d'autant plus qu'en parallèle, au lieu de prendre du recul, les Américains ont continué à mener des guerres illégales. Bon, il y a quelques années avant les subprimes, il y avait l'Irak, il y avait les révolutions de couleur, une première révolution en 2004, puis en 2014 en Ukraine, la révolution de couleur en Géorgie, en 2000, il y avait eu la Yougoslavie, et les printemps arabes dans les années 2010-2011, la Syrie. Donc, si vous voulez, en même temps, le système monétaire financier qui a arrangé tout le monde, parce que quand les États-Unis vont bien et que le dollar va bien, les grandes puissances financières en tout cas, font du business. Mais quand le casino commence à tousser, eh bien, quand l'Amérique tousse, eh bien, il y a une partie du monde qui attrape la pneumonie. Et ça a inquiété beaucoup de pays. La Russie l'a vu également. La Russie l'a vu. Quand on entend parler aujourd'hui de dédollarisation, de système concurrent alternatif à SWIFT, ce ne sont pas des idées qui sont sorties en 2022. Ce sont des idées sur lesquelles planchent de nombreux pays, en tout cas des grands pays, qui ne veulent plus être dépendants des États-Unis et qui veulent ni être dépendants de leur mauvaise gouvernance, ni être dépendants de leur bâton, de leurs militaires, de leurs sanctions. L'extraterritorialité du droit américain qui permet aux États-Unis d'infliger des amendes, de sanctionner des entreprises, des pays, des êtres humains, même si ces personnes n'ont rien fait d'illégal, mais pour la seule raison que ces personnes, entreprises ou pays auraient fait quelque chose qui aurait contrarié une politique américaine. Je rappelle que la BNP en France a reçu 9 milliards, pas 9 000, ni 9 millions, mais 9 milliards de dollars d'amende parce qu'elle a une filiale qui a fait du commerce en Iran et à Cuba. Et ce n'était pas du tout illégal. C'était complètement justifié. Enfin, c'était complètement légal aux yeux du droit international. C'était peut-être même, je pense, rentable pour la BNP, mais la BNP a payé. Et la Société Générale a payé aussi pour une autre affaire. Et le Crédit Agricole a payé aussi. Et en Allemagne, Siemens a payé. Si je reviens en France, Technique a payé. Donc, nous, si vous voulez, le reste du monde se dit, alors non seulement à cause de vos marchés et des produits pourris, eh bien, nous, nos économies souffrent. Mais en plus, si on ne s'aligne pas sur vos politiques, on paye des amendes et vous nous sanctionnez. Donc, ça, ce sont des signes de faiblesse pour un empire. Un vrai empire ne montre pas de signes de faiblesse. L'empire gagne. Et c'est ce que les États-Unis ont fait depuis tellement longtemps, en tout cas depuis la fin du 19e siècle. Ils étaient sur une phase ascendante avec des crises, avec des hauts débats, mais ils s'en sont sortis. Ils ont retourné la situation lors de la Première Guerre mondiale, même après 1929, Deuxième Guerre mondiale, même le Vietnam, la décorrélation du dollar en 71, ils s'en sont sortis. Et là, ils sont affaiblis et on voit qu'ils ont du mal à répondre. Et même Trump, qui a, je pense, une bonne idée de vouloir réindustrialiser son pays, se heurte à tellement d'obstacles. Pourquoi ? Parce qu'il doit agir très vite, en très peu de temps, et qu'il n'a plus la puissance dont disposaient ses prédécesseurs. Alors justement, ça c'est un des sujets dont on parle beaucoup sur cette émission, c'est la capacité de réindustrialisation. Au-delà de ça, Nicolas, quels sont aujourd'hui les concurrents à cet empire américain? Parce qu'il y a une renaissance ou une naissance pour certains de nouveaux empires qui s'imaginent eux aussi un avenir de dominance mondiale. Quelle est aujourd'hui la véritable concurrence pour les États-Unis? C'est clairement la Chine. De loin, la Chine, c'est un pays d'1 milliard d'habitants. C'est un pays qui aujourd'hui a un PIB en parité de pouvoir d'achat qui est supérieur à celui des États-Unis. C'est un pays qui travaille sur le temps long. Vous avez une étude australienne, alors les informations, et qui a fait une analyse et qui a identifié 44 technologies fondamentales pour, on va dire, l'économie de demain, l'économie moderne. Sur ces 44, cet institut australien a démontré que les Chinois en dominent 37. Et donc, si vous voulez, et sur ces 37, il y en a où les Chinois sont absolument les dominateurs exclusifs. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de concurrents qui leur arrivent à la cheville. Et les États-Unis sont des concurrents dans certains
dans certains domaines, mais il y a plein de domaines où ils sont pas dedans. Et nous, la France, malheureusement, il n'y est quasiment pas. C'est ASPI, là, le nom de ce think tank australien. Si vous voulez, la Chine est puissante, elle a la main-d'œuvre, mais aujourd'hui, elle fabrique, elle produit ses propres avions, elle produit des missiles hypersoniques que les Américains ne maîtrisent toujours pas. Elle est en train d'avancer sur la fabrication de semi-conducteurs de basse nanométrie, en concurrence directe avec Taïwan, en concurrence avec les Néerlandais et les Américains. Donc, si vous voulez, elle est en train de bâtir les nouvelles routes de la soie, c'est-à-dire c'est des projets de commerce. Et ça fait peur aux États-Unis. La Chine n'a rien fait aux États-Unis. Si on prend un peu de recul sur cette situation, et qu'on entend à la Maison-Blanche des présidents qui se succèdent et qui disent « notre ennemi, c'est la Chine », mais on peut dire « mais excusez-moi, qu'est-ce que la Chine vous a fait ? Est-ce qu'elle a attaqué ? Est-ce qu'elle a bombardé les États-Unis ? Est-ce qu'elle a appliqué des sanctions ? Est-ce que c'est elle qui a commencé à appliquer des sanctions contre les États-Unis ? Est-ce qu'elle a perquisitionné des entreprises américaines ? Est-ce qu'elle a lancé des anathèmes contre les États-Unis ? Rien. Quel est le crime de la Chine ? La Chine fait du commerce dans le monde. C'est tout. Et quand on entend les Américains dire « attention, la Chine est notre menace », mais la Chine n'a rien fait aux Américains. Alors évidemment, aujourd'hui, elle réplique parce qu'elle en a les moyens. Elle en a les moyens, elle ne se laisse plus faire. Donc, quand Trump dit je vais vous mettre 20%, 40%, 60%, plus de 100% de taxes et des droits de douane, les Chinois se sentent assez forts aujourd'hui. Et ça fait mal aux Chinois. On ne peut pas dire que ça ne fasse rien. Là, les États-Unis sont des premiers importateurs de produits chinois. Sauf que les Chinois sont assez forts aujourd'hui pour dire OK, puisque c'est comme ça, on va vous imposer des droits de douane aussi. Et ça fait mal aux États-Unis. Mais si vous voulez, il y a encore quelques années, aucun pays aurait imposé des sanctions contre les États-Unis. Il y aurait eu des contre-sanctions, il y aurait des politiques mondiales ourdies organisées par les États-Unis pour empêcher ce pays de faire du commerce. Et la Chine est une puissance nucléaire. Elle dit allez, on voulait jouer à ce jeu-là, on va jouer à ce jeu-là. Et ça, c'est la faute de l'Occident, c'est la faute des États-Unis qui n'ont pas bien suivi ce qui se passait en Chine, qui ont oublié que c'est une vieille nation, une nation qui construit sur le temps long. Et on a cru que ce serait notre atelier de fabrication de baskets, de jeux en plastique ad vitam aeternam. C'était complètement méconnaître la pensée chinoise, la mentalité chinoise. Et ça, maintenant, ça se retourne contre les États-Unis. Mais la Chine est le véritable rival des États-Unis parce que les États-Unis doivent leur grandeur, entre autres. Alors, il y a l'immigration massive et la taille critique qu'ils ont eue qui leur permettait de produire énormément en quantité et d'exporter ce surplus de quantité dans le reste du monde. Les Chinois, ils ont cette taille exactement. Ils sont même encore plus grands. Et les États-Unis ont toujours énormément investi dans la recherche et le développement. Le brain drain américain, le fait qu'ils aillent chercher des ingénieurs, parmi lesquels des universitaires parmi les meilleurs au monde, pour les faire entrer dans leurs universités, et par la suite transformer leur savoir-faire en produits et services qu'ils ont vendus dans le monde entier en fabrication de brevets. Maintenant, les Chinois sont en train de leur damer le pion. Il y a même des étrangers maintenant qui vont dans les universités chinoises. C'est un fait qui est tout à fait nouveau. On n'avait pas ça avant. Donc ça, la Chine est clairement le rival économique et les États-Unis essaient de les transformer en rival politique et militaire. Et je dirais qu'il y a une citation qu'on peut retrouver sur Internet, pas une citation, une intervention de J.D. Vance, donc le vice-président américain, avant les élections. Et lui dit, regardez ce que font les Chinois. Ils sont en train de construire, comment est-ce qu'ils se développent? Ils construisent des partenariats dans le monde entier avec des pays autour de ces fameuses routes de la soie. Ils prêtent de l'argent, les pays construisent et derrière, les Chinois arrivent avec leurs produits, mais ils font du commerce. Il y a du ruissellement, tout le monde bénéficie de ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On nous envoie des tapis de bombes. Et c'est l'actuel vice-président, il est l'actuel vice-président des États-Unis. Donc les Américains comprennent ça, que cette politique de bombes, de grands bâtons, de manipulation, d'ingérence illégale, tout le monde est au courant de ça maintenant aujourd'hui. En tout cas, beaucoup de personnes sont au courant, chose qui n'était pas le cas dans les années 70, 80, 90. Il y a un autre rival qui est évidemment la Russie. La Russie n'est pas un rival technologique. La Russie investit beaucoup aujourd'hui dans la recherche et le développement, mais elle est très loin de l'avance de la Chine. En revanche, la Russie est un très grand exportateur de ressources naturelles, d'hydrocarbures, de produits agricoles. Et c'est clair et net qu'ils sont directement concurrents des États-Unis dans ces domaines-là, parce que les Américains sont les premiers, ou selon le type de produit, premiers, en tout cas dans le top 3, top 5 mondial, ils sont en concurrence directe avec la Russie. Et en plus, la Russie est un rival, là pour le coup, contrairement à la Chine aujourd'hui, beaucoup plus politique. C'est-à-dire que quand Bachar al-Assad voit qu'il y a une révolution de couleur qui est organisée en Syrie,
il fait appel à la Russie intervient, et la Russie a permis aux Syriens de déjouer la révolution de couleur. Bon, plusieurs années plus tard, l'année dernière, eh bien, la Russie s'est retirée de la situation syrienne. Mais on ne peut pas dire que c'était une victoire américaine pour autant. Vous voyez, donc là, les Américains, déjà, ils se sont pris un premier coup sur le bout des doigts par les Russes. En 2014, il y a la révolution de Maïdan orchestrée par les États-Unis et qui se transforme en coup d'État, et puis une guerre entre Ukrainiens. Les Russes récupèrent la Crimée tout de suite. Et en 2022, la Russie n'a pas peur d'intervenir en Ukraine contre l'OTAN. Et je le dis très clairement, là, aujourd'hui, c'est contre l'OTAN. L'OTAN était déjà présent avant, mais avec les derniers articles, les informations qui sortent, je parle des articles des Times britanniques ou du New York Times américain, qui disent très clairement que l'organisation de l'armée ukrainienne est pilotée par les Américains d'un côté et les Britanniques qui veulent leur montrer aussi qu'ils y sont pour quelque chose, ont sorti leur article quelques jours plus tard. Et même la responsable du renseignement de Trump aujourd'hui, Tulsi Gabbard, le dit depuis des années que cette guerre est une guerre qui a été organisée par les Américains, et Trump lui-même le dit. Il dit que c'était pas sa guerre, c'est la guerre de Biden. Bon, ça, à vrai dire, ça remonte un peu plus que ça, mais les Américains ont leurs traces de doigts et des traces d'ADN partout des États-Unis dans cette guerre-là, des US et de l'OTAN. Et la Russie a affronté l'OTAN, et la Russie est en train de gagner. Et ça aussi, c'est un signal majeur au monde entier. Là, je rappelle qu'avant 2022, l'OTAN, c'est 1000 milliards de dollars de budget. La Russie, 90. Et vous avez cette petite puissance, entre guillemets, de 90, avec un budget de 90 000 milliards, qui est en train de faire face à l'OTAN. Alors, certains diront oui, mais il n'y a pas tous les soldats au sol. Il vaut même mieux, parce que ces soldats de l'OTAN ne savent pas se coordonner dans une bataille, mais l'information principale, primordiale, satellitaire, le renseignement, l'information, les missiles, ceux qui dirigent, ceux qui manipulent les appareils qui lancent tous ces missiles, les howitzers, etc., sont des membres de l'OTAN. Ou alors c'est des membres de l'OTAN qui ont formé les soldats, et malgré ça, l'OTAN recule. Donc si vous voulez, ça aussi, ça fait mal à cet empire américain qui perd face à des pays ex-émergents sur le domaine de la recherche et de l'investissement, de la technologie, dans le domaine militaire et dans le domaine géopolitique. N'oublions pas que les États-Unis n'ont rien fait pour régler le problème entre Indiens et Chinois. Mais les Indiens et les Chinois, ils se sont retroussés les manches, ils l'ont réglé. Ils n'ont rien fait, les Américains, pour pour pacifier le Moyen-Orient. Pourtant, ils y sont archi présents. Les États-Unis arrosent tout le monde au Moyen-Orient. Mais il n'y a pas la paix. Et qui est-ce qui a mis les Iraniens et les Saoudiens autour de la table pour négocier? Les Chinois. Donc, une fois de plus, on voit cet empire qui est en train de perdre sur plusieurs fronts. Et ça, c'est ce qui rend la situation de Donald Trump encore plus compliquée, parce que il ne peut pas éteindre tous les feux en même temps. Alors, toute dernière question pour finir ce podcast, finalement. Les États-Unis, est-ce qu'on est véritablement sur un empire dont le déclin est inéluctable désormais, ou est-ce que sous Trump, on peut imaginer un rebond et un regain de puissance, et donc un retour de cet impérialisme dominant des États-Unis? Donc c'est déclin définitif et inéluctable, ou possibilité de retour à la toute-puissance américaine? Alors, je rappelle, hein, les États-Unis ont quand même connu au milieu du 19e siècle une guerre civile avec 600 000 morts. Ils ont connu beaucoup de hauts et de bas en 1929, leur crise, ils s'en sont sortis. Donc, ils ont une capacité de résilience qui est assez importante. Je pense néanmoins que ça fait vraiment partie du passé, parce que les Américains avaient su réagir en peuple, et aujourd'hui, le peuple américain est divisé. Il est divisé entre, d'un côté, des conservateurs, plutôt des traditionalistes d'un côté, et des wokistes, avant-gardistes, ultra-progressistes et individualistes de l'autre. Donc, il est divisé au niveau de la morale, et puis il est divisé au niveau des classes. Vous avez vraiment une classe dominante qui a été analysée par Michael Lind en France, par Michel Geoffroy, cette super classe mondiale qui a vraiment débrayé la politique du reste de la population. Donc, du coup, vous avez une grande masse qui est en train de se paupériser. Donc, vous voyez, d'un point de vue idéologique, d'un point de vue moral, vous avez une séparation. D'un point de vue du pouvoir, vous avez une séparation aussi. Donc, du coup, vous ne pouvez pas réagir en tant que pays. Donc, ça, je pense que c'est, avant même l'économie, une des faiblesses majeures des États-Unis. Au niveau économique, c'est quand même un pays qui est endetté à plus de 35, je pense que c'est 37 000 milliards de dollars le chiffre aujourd'hui, sans parler de la dette
privée. Là, on dépasserait les 100 000 milliards de dollars, ce qui est juste, c'est juste gigantesque. Donc, je pense que les États-Unis ne pourront plus redevenir la puissance qu'ils ont été. Leur heure on va dire, d'hégémonie totale est derrière eux. Je dirais juste que Trump, s'il est malin, et je pense que c'est ce qu'il veut faire, il doit revoir la dimension de l'Empire. Il doit revoir la dimension de l'Empire parce que c'est sa planche de salut. Parce que s'il veut continuer à rester un pays riche, il doit quand même avoir un territoire, une zone d'influence dans laquelle il va exporter ses produits, où il va mettre ses bases militaires. Il ne pourra clairement pas le mettre partout autour de la Russie, ni partout autour de la Chine. Il y a maintenant des pays qui vont l'en empêcher et qui ont les moyens de le faire. En revanche, il va falloir qu'il négocie rapidement. Et l'enjeu pour Trump, c'est le temps. Trump, il n'a pas les moyens et il n'a pas le temps. Donc, il va falloir qu'il choisisse ses combats. Et je pense qu'une des erreurs qu'il commet en ce moment, c'est qu'il s'éparpille. Il part du Panama, du Groenland, il part de l'immigration, il part de régler l'Iran. Il ne peut pas, c'est pas un démiurge. Il ne peut pas faire ça. Donc, il doit faire particulièrement intéressant à bien choisir ses combats. Les États-Unis restent un pays qui est très riche, qui a des ressources naturelles, qui investit quand même beaucoup en recherche et développement et qui a quand même des zones d'influence aujourd'hui. N'oublions pas que c'est pas l'Europe qui va faire de l'ombre aux États-Unis. Là, je pense qu'on les fait marrer. Quoi. On va rester soumis aux États-Unis tel que ça va là en ce moment. On va continuer à rester soumis aux États-Unis. Donc, Trump doit avoir ça. Donc, je pense que l'issue pacifique et qui est à souhaiter, je pense, pour tout le monde, c'est une issue où il n'y a pas d'armes. Les États-Unis revoient leur zone d'influence à la baisse. Ils acceptent de partager le gâteau avec les Russes, les Chinois, les BRICS. Et il y a une espèce de statu quo mondial qui permet la stabilité et qui permet aux affaires de reprendre et de créer un peu de prospérité, de partage pour tous. Alors, jusqu'où va ce pour tous, j'en sais rien, mais en tout cas, l'idéal, c'est que ce partage retombe, qu'il y ait un véritable ruissellement. Mais Trump, déjà, s'il peut se partager sa zone d'influence, rassurer sa bourse et pas perdre la face, tout en négociant avec les autres. Vous savez, dans les discussions qu'il y a entre Witkoff et les Russes, il part beaucoup de business. Donc du coup, on pourrait voir ça. Mais les États-Unis ne pourront plus être la puissance qu'ils étaient avant. Je ne vois vraiment pas comment est-ce qu'ils pourraient, pour les premières raisons, pour des raisons d'abord d'unité du peuple, de moralité, de pays qui est trop divisé sur comment ce qu'est même un Américain, et puis la puissance financière aujourd'hui qui a du mal par rapport à des concurrents qui, eux, n'arrêtent pas d'engranger des succès politiques, militaires et puis technologiques et économiques. Eh bien, merci mille fois, c'était absolument passionnant. C'est un sujet, de toute façon, qu'on traite énormément sur cette chaîne Divergence Politique qui nous passionne. La question des États-Unis, la question de la gestion Trump. Je suis pas certain, Nicolas, que Trump soit quelqu'un qui soit doué pour le partage. On verra, l'avenir nous le dira. C'est mon côté wishful thinking, voilà. Voilà, c'est mon côté très positif. Je rappelle que Nicolas Mirković est au-delà de ses livres qui sont absolument passionnants à lire et que vous devez aller retrouver sur Internet. Vous pouvez retrouver les actions de Nicolas au travers de son association, notamment Ouest-Est. Tu as eu une mission dernièrement en Roumanie et prochainement tu as une mission dans le Donbass. Oui, comme chaque année, on n'abandonne pas ces populations qui souffrent au Donbass de la guerre depuis 2014. Donc voilà, notre prochaine mission sera au Donbass. Donc si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à aller sur west-est.org et vous en saurez plus. Voilà, on mettra le lien en description de cette vidéo, bien entendu, si vous voulez soutenir et faire un don. Je crois qu'en plus, c'est défiscalisé. Pour soutenir les actions de l'association Ouest-Est, n'hésitez pas, c'est important. Tu aides notamment beaucoup d'enfants, donc eh bien, ça a encore plus de valeur, ton combat. Mille fois merci, Nicolas Mirković. Je vous rappelle, le petit dernier mot, abonnez-vous à la chaîne, faites un like sur cette vidéo, un petit commentaire pour augmenter le référencement, partagez-la éventuellement avec vos amis, tous ceux qui sont passionnés des États-Unis et pas que. Et puis, activez la cloche pour les prochaines vidéos sur ce canal. Nicolas Mirković et puis à vous toutes et vous tous, à très bientôt sur Divergence Politique. Au revoir. Au revoir.